Bonjour Samuel. Bonjour Julien. Alors merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est à Montpellier. Comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire autour de l'éducation et on est parti du principe qu'il y a des millions d'acteurs à travers la France et dans le monde qui se bougent pour accompagner au mieux les enfants, les parents et les enseignants. Sauf qu'on n'est pas forcément au courant, en tout cas ils ne sont pas mis en lumière. Donc on se laisse imaginer que tu fais partie de ces acteurs, donc tu vas nous expliquer ce que toi tu fais de ton côté pour apporter cette pierre positive à l'éducation. Ok. Eh ben on t'écoute. Alors, ta question en fait, c'est qu'est-ce que j'apporte comme pierre positive à l'édifice? Ouais. Hum, ma prise de conscience, ça a été de me dire que il y avait une grande difficulté en fait en France à l'heure actuelle au niveau de l'orientation. En fait, il y avait un grand problème d'orientation. À savoir qu'il y a aujourd'hui 80% des jeunes qui se trompent d'orientation à la sortie du bac en fait. Et partant de ce constat-là, aussi j'avais un autre constat, c'était qu'il y a plus de 150 000 jeunes qui quittent l'école sans savoir quoi faire en fait. Ça, c'était vraiment mon premier constat en fait dans mes études pour devenir professeur. Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait, c'est quoi le problème en fait qui fait qu'on ne peut pas permettre aux jeunes de trouver leur voie, de trouver leur vocation? Et c'est comme ça qu'ensuite, sur ce questionnement, ça m'a amené à faire des rencontres. Et c'était un peu comme une recherche personnelle forte, de me dire, oui, mais je suis sûr que chacun, on a quelque chose à apporter au monde. En fait, je partais avec cette idée-là qu'on était tous uniques et qu'on avait tous quelque chose d'apporter de précieux au monde. Et suite à cela, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de trouver un modèle de compréhension et qui permettait de comprendre qu'est-ce qui caractérise la personnalité unique de chacun en fait. D'accord. Et alors qu'est-ce qui caractérise la personnalité unique de chacun? Alors ce qui caractérise ça, il y a une dimension qui est à la fois innée, c'est ce qu'on a pu, ce qui vient de l'héritage de nos parents, donc c'est ce que je vais appeler la dimension innée, puis après il y a ce qui va faire qu'on va acquérir. Dans cette dimension de la personnalité unique de chacun, la première découverte que j'ai faite, c'est en lien avec les intelligences multiples. À savoir que notre cerveau, il n'est pas constitué d'une seule intelligence comme pouvait le mesurer le test du coefficient intellectuel, mais Howard Gardner, donc un chercheur américain en neurosciences, en 1984, il a fait cette découverte que notre cerveau contenait 8 formes d'intelligence. Et donc ça, déjà, c'était une manière de dire, voilà, on peut envisager l'être humain autrement que par le QI, qui était juste l'analyse de cette intelligence logique mathématique et un peu verbale linguistique. Mais voilà, il a mis au grand jour le fait qu'il y avait d'autres formes d'intelligence, l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, l'intelligence interpersonnelle, la connexion avec les autres, intrapersonnelle avec soi-même, visuelle, et puis l'intelligence de la nature. Et donc ça, c'était la première dimension qui, moi, m'a vraiment intéressé parce que d'un seul coup, on pouvait, ça me montrait en fait que dans le système scolaire actuel, 16 heures sur 24 par semaine dans le système scolaire actuel, on étudie les langues et les maths. Donc c'est ce qui correspond à 15% des jeunes en fait. C'est-à-dire que 15% des jeunes ont on va dire le cerveau qui est prêt, qui est favorisé pour ça, qui va plus facilement apprendre par le biais de ces deux matières-là. Mais ce qui fait qu'il y a plus de 80% des autres jeunes qui, eux, ne vont pas se retrouver en connexion avec ces matières-là, qui du coup vont avoir une sensation d'échec et de ne pas se comprendre et du coup une dévalorisation d'eux-mêmes et une perte de confiance et tout ce que ça peut entraîner. Donc ça, c'était la première phase, c'était la découverte des intelligences multiples. Ça m'a permis vraiment d'envisager l'être humain et les apprentissages autrement. Puis ensuite, j'ai fait cette rencontre donc avec un Américain, Stephen Rudolph, un autre Américain, qui lui a donc créé une école en Inde sur les intelligences multiples. Et leur but, c'était de permettre aux jeunes de trouver leur voie, leur vocation. Et ils se sont rendus compte que les seules intelligences multiples, ce n'était pas suffisant pour permettre de définir pour quel métier on allait être, être le mieux équipé, quoi. Et
Et donc, c'est là qu'ils ont mis au point cette méthode des natures multiples qui vient comme compléter les intelligences multiples. Donc, on a les intelligences d'un côté, donc c'est notre cerveau, et les natures, c'est une tendance à se comporter. En fait, c'est la manière dont on va interagir avec le monde d'une manière… Pour moi, il y a vraiment ce mouvement qui fait comme ça. Comment je… Clac, ok, j'ai des intelligences là qui sont là, mais après, comment est-ce qu'elles s'expriment? Et du coup, ça fait vraiment ce lien-là, les natures. Est-ce que tu souhaites du coup que je te parle de ces natures? Évidemment. donc ces natures multiples, il y en a 9. Donc il y a la nature protectrice, c'est la tendance à vouloir protéger les autres. Donc aussi bien protéger les personnes, mais que protéger le patrimoine, les idées, tout ce qu'il y a d'ancien. Il y a la nature éducative, c'est aimer faire des expériences, acquérir la connaissance pour pouvoir la transmettre aux autres. Donc il y a vraiment cette idée d'aimer transmettre. Il y a la nature organisatrice, c'est les personnes qui aiment bien planifier les choses ou déléguer des tâches, déléguer des responsabilités aux autres. Il y a la nature ensuite guérisseuse, c'est les personnes qui vont comme ça, un peu comme un scanner, ils vont scanner votre corps, ils vont regarder, voir où est-ce que vous avez un déséquilibre et ensuite vous proposer peut-être d'appuyer sur tel point sur votre corps pour vous guérir. Ou voilà, cette nature guérisseuse, c'est aussi la dimension de l'écoute empathique. Il y a cette nature aussi animatrice, c'est être à l'aise devant les autres pour parler en public. Ça va être anima, j'aime bien l'idée de animer l'autre, c'est-à-dire animer l'âme de l'autre, faire rire les autres, se mettre en spectacle. Il y a la dimension aussi, en 6e nature, il y a cette nature aventurière. Donc là, c'est les personnes qui aiment prendre des risques, qui vont aimer voyager, qui n'ont pas peur de l'inconnu ou qui vont partir dans… Vraiment, ne vont pas avoir peur d'aller déménager ou de… Vous voyez, cette nature aventurière, c'est vraiment le goût du voyage, de la découverte et ne pas avoir peur de cet inconnu. Il y a la nature ensuite entrepreneuriale. Donc là, c'est le scanner de comment je peux créer de la valeur avec un produit. Si je prends tel produit, telle population, et puis si je leur vends ce produit-là, et du coup, je pourrais comme ça générer de la valeur. Donc vous voyez, c'est ces personnes-là qui scannent toujours le monde comme ça. Il y a ensuite la nature, il y a cette nature serviable, se mettre au service des autres, donc d'une manière désintéressée. Ça va être servir peut-être des causes ou bien peut-être comme toi tu le fais, servir une dimension nouvelle, servir peut-être la cause des enfants ou la cause de l'éducation. Voilà, c'est vraiment cette dimension serviable. Et je crois que je les ai toutes dites. Il me semble bien. Ouais. On est quasiment à 9 là. Ouais, il me semble bien. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu de tout? Un peu de tout. Est-ce qu'on a vraiment une nature profonde? Quand je t'écoute, moi, ça me fait penser à l'énéagramme. Je ne sais pas si ça te parle, l'énéagramme. Parce qu'ils ont fait aussi 9 énéatypes. Alors, ils sont caractérisés de manière un peu différente. Mais du coup, quand on regarde l'énéagramme et qu'on tombe sur notre énéatype, c'est vraiment nous, quoi. Ouais. Alors, pour moi, il n'y a pas de séparation entre les outils et les méthodes. Toutes les outils, les méthodes, elles ont un endroit où elles se rejoignent. Juste là, c'est une grille de lecture parmi plusieurs autres qui existent. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que oui, comme tu disais, on a toutes ces natures-là en nous. On a toutes ces intelligences aussi en nous. Après, ça va être de mesurer comment elles sont vivantes, c'est-à-dire de voir quelles sont les plus fortes. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'était qu'on avait intérêt à développer nos points forts, en fait, plutôt que nos points faibles. Bien que nos points faibles, c'est intéressant de les développer. Par moment, on va avoir besoin dans notre vie de les développer. Mais là, l'idée, la base de ce travail en fait, des natures multiples, c'est de se dire « Ok, c'est quoi mon potentiel ?» Le potentiel, en fait, si on regarde la définition latine, la potence, c'est la puissance. Donc, c'est ce qui va m'apporter potentiellement le plus d'énergie, en fait. Donc, on va évaluer le potentiel, c'est-à-dire ce qui est la dimension vraiment qui est innée chez la personne, pour ensuite lui indiquer, ça va lui donner la direction de où est-ce qu'elle va pouvoir aller le plus s'épanouir. Et c'est-à-dire si je construis ensuite mes compétences, ma formation sur mon potentiel, et bien là, j'ai vraiment des chances déjà d'être épanoui et ensuite de vraiment d'offrir le meilleur de moi-même aux autres et puis du coup d'être reconnu pour ça
et puis ça va être fluide en fait pour moi. Il y a vraiment cette idée-là de fluidité. C'est un vrai cadeau, quoi. On se retrouve dans cette théorie du flow. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais quelque part, tu les accompagnes à être dans le flow, quoi. En fait, exactement. Ouais. C'est justement dans la formation des natures multiples que j'ai faite, on a intégré cet outil du flow, cette idée-là de trouver cet équilibre-là. Quand tu parles du flow, le flow, en fait, c'est une théorie, mais c'est quelque chose de pratique, quoi. Où l'idée, c'est que quand notre compétence, elle rejoint notre capacité à faire quelque chose, donc ça fait un schéma comme ça, la compétence ici, puis la capacité à faire la compétence et la difficulté de la tâche, quand les deux se rejoignent, et ben ouais, comme tu dis, on rentre dans le flow. Donc on va vraiment travailler sur ça, en fait, sur comment est-ce qu'on peut trouver la fluidité dans nos activités en fonction mais basé sur nous-mêmes, en fait, d'abord sur l'approche de la personne, sur l'approche unique de la personne, parce que c'est unique pour chacun, on est tous différents et on a tous des moyens, comme des robinets où pour nous ça va être plus facile de rentrer dans la fluidité et d'autres activités où ça va être beaucoup plus difficile, on va mesurer que voilà, on aime moins faire quelque chose. Donc ça rejoint aussi parce que j'aime beaucoup cette théorie du love to do, du l'aimer faire que Idriss Aberkan a mise au point cette idée-là que ouais, plus un individu il va faire des choses qu'il aime faire, et ben plus il va déjà être épanoui lui-même, plus il va être efficace et plus son travail, quelque part, ça va devenir un plaisir et pas une contrainte. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, je parlais encore avec des jeunes récemment, qu'on arrive dans cette période-là on a comme passé un cap de sortir de cette société du travail contrainte, mais on va de plus en plus vers le travail, alors je ne vais pas dire plaisir, mais plus épanoui, dans cette idée-là d'épanouissement. Les jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération qui est là, les jeunes qui ont 15-20 ans, ils n'envisagent plus de travailler le travail pour juste gagner de l'argent. Enfin si, certains, il y a une certaine forme de conditionnement parfois qui peut arriver comme ça. Mais on envisage vraiment l'idée d'être épanoui, en fait, de faire quelque chose qui nous correspond. Et ça, de donner sens, quoi. De donner sens à l'activité, quoi. Voilà. Il y a un sens derrière, qui n'est pas juste un boulot alimentaire. Voilà, ouais. Ok, ouais. Donc ce qui veut dire que tu as développé des outils pour les accompagner dans cette direction, à découvrir ce que j'appelle moi leur excellence. Ouais. Et c'est quoi ces outils ? Alors donc ces outils, c'est la combinaison des intelligences multiples et des natures multiples. C'est-à-dire que quand on va regarder quelles intelligences vivent chez la personne et quelles natures vivent, à partir de là, on va pouvoir trouver comme un alignement qui va nous permettre d'aller vers cette excellence dont tu parles. Alors après, il y a la théorie du talent qui dit que voilà, une personne qui a fait, qui va s'être spécialisée dans un domaine et avoir travaillé quelque chose pendant 10 000 heures, elle va devenir ensuite experte dans son domaine. Sachant que moi j'aime bien prendre l'exemple par exemple des Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, ils faisaient un tour de France, enfin ils le font toujours d'ailleurs, de 7 ans et pendant ces 7 années, ils allaient acquérir justement ces 10 000 heures qui ensuite vont faire qu'ils sont excellents et qui vont avoir un carnet de commandes à vie parce qu'ils sont reconnus pour leur qualité. Donc c'est vraiment sur cette base-là qu'on va travailler, c'est-à-dire dire où est-ce que tu vas pouvoir être excellent pour le monde, mais aussi pour toi-même, parce que toi, ça va t'apporter du plaisir. Après, il y a une nuance à mettre dans ça, enfin, ce que j'ai découvert à force de travailler avec ce regard intelligence-nature, c'est que il y a des personnes qui vont plus se spécialiser. Donc c'est là où vraiment cette méthode elle est vraiment très intéressante parce qu'on a pu découvrir que sur un échantillon de 30 000 personnes qui avaient réalisé le test des intelligences nature multiples, mis au point par Steven Nurodoff, ça fait une courbe comme ça. C'est-à-dire il y a vraiment d'un côté les personnes qui vont être spécialisées dans un domaine, ils vont avoir une ou deux intelligences fortes, une ou deux natures fortes et généralement, ils trouvent plus facilement leur voie, ces personnes-là, parce que pour eux, ils ont quand même une vision claire de ce qu'ils pourraient faire assez facilement. Et après, de l'autre côté de cette courbe, il y a les multipotentiels. C'est-à-dire c'est les personnes qui ont plusieurs intelligences élevées, plusieurs natures élevées. Et pour eux, ça demande presque un type d'éducation, pour moi, qui serait différent, qui serait différencié des spécialistes à un moment donné. J'imagine peut-être entre l'âge de 12 et 16 ans, pour ces multipotentiels,
il leur faudrait un emploi du temps spécial. Aujourd'hui, dans l'éducation actuelle, on voit encore beaucoup, sous l'influence pour moi de cette ère industrielle, la dimension de chaque personne doit se spécialiser. Et du coup, on n'envisage que les spécialisés. Mais ça occulte toute une tranche de la population, c'est-à-dire la moitié de la population qui est plus ou moins multipotentielle en fait, qui a plusieurs choses à faire. Et donc du coup, ça va être de voir comment est-ce que ces personnes-là peuvent s'épanouir, non pas dans une seule activité, mais souvent la stratégie de vie, ça va être d'avoir 2, 3 activités qu'on va mener de front. Voilà. Alors qu'un spécialiste, lui, il va, on a l'image des chirurgiens par exemple, qui va vraiment se spécialiser dans un domaine, il va être excellent dans son domaine. Mais en pratique, comment on fait? En pratique, comment on fait? Comment on fait pour accompagner cas de figure? Moi, j'étais un enfant dyslexique et dysorthographique. Donc, à l'époque, j'ai 38 ans à l'heure d'aujourd'hui. À l'époque, on était vite étiqueté et mis de côté dans la classe. Comment tu fais pour accompagner un enfant, donc soit dyslexique, soit un enfant classique, pour justement l'aider à s'épanouir davantage, à se comprendre et aller dans cette direction de trouver quelle est son excellence, quoi. En pratique, comment on fait? Ok. Alors, il y a plusieurs possibilités, je vais dire, en pratique. Pour l'instant, cette méthode, en France actuellement, on l'utilise qu'avec les adolescents et les adultes. Après, je vais te donner l'exemple de cette école qui a été créée en Inde par Stephen Rudolph. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des ateliers, donc dès l'âge de 3 ans, qui permettent aux adultes, donc aux enseignants, d'observer quelles sont les intelligences de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'âge de 3 et 12 ans, c'est surtout les adultes qui sont formés à se connaître eux-mêmes. D'abord, pour savoir comment eux, ces intelligences et ces natures, elles vivent et quels sont leurs points forts. Et à partir de là, eux, ils vont offrir leurs points forts aux enfants. Et ensuite de ça, l'idée, c'est d'observer. C'est juste l'observation. C'est un peu basé sur cette approche de la méthode Montessori, de l'observation de l'enfant. Juste, j'observe sans juger, j'observe ce qui vit chez lui. Est-ce qu'il va plus vers ça? Est-ce qu'il va plus vers ça? Donc, ils ont des cahiers où chaque semaine, ils font un petit bilan de ce qu'ils ont observé sur les enfants. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, ils commencent à détecter déjà les grandes tendances. Et après, pratiquement, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, ils leur font des cours hebdomadaires. Donc, il y a un cours d'une demi-heure par semaine pour les élèves, pour qu'ils apprennent à s'approprier cette connaissance d'eux-mêmes, c'est-à-dire à découvrir qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques. Et ensuite, comme ça, pendant 3-4 ans, ils apprennent à découvrir tout ça. Après ça, on a créé un logiciel qui permet de rentrer les données. Et ensuite, ce logiciel, il offre par un effet d'algorithme, en fait, avec ce travail-là, il va offrir quel métier, va nous montrer quel métier potentiellement on va être le plus calibré, va être le plus approprié pour qu'on soit épanoui. Et ensuite de ça, on va faire des stages dans les entreprises ou dans les métiers en lien avec les hypothèses de là où est-ce qu'on voudra aller. Donc pendant 2-3 années, ils vont faire plusieurs stages, des immersions comme ça, qui vont leur permettre d'aller ensuite observer ça. Est-ce qu'ils ont plus envie d'aller là ou là? Aussi pratiquement, un autre exemple que je pourrais te donner, c'est que dans l'école, ils font des journées spéciales pour certaines natures, où ils vont se dire aujourd'hui on va tous s'occuper de l'intelligence de la nature et puis tout le monde va aller dehors. Comme ça, ils font des journées aussi à thème ou des genres de fêtes comme ça pour aller explorer ces dimensions-là pour que tout le monde se sente concerné. Parce qu'en fait, on a tout en nous. Donc après, c'est juste que l'idée, c'est qu'on va juste avoir des besoins différents, de les nourrir différemment. Et voilà, donc après aussi un dernier exemple que je pourrais te donner, c'est par exemple les enfants qui vont avoir une nature très serviable. Et dès qu'il y a une personne qui rend visite dans l'établissement là-bas en Inde, donc l'Inde c'est d'autres systèmes de valeurs que chez nous, mais ils ont vraiment l'idée de quand on accueille quelqu'un d'étranger extérieur à l'école, il y a un groupe d'élèves qui est très serviable, qui va les accueillir et leur faire visiter le lieu. Donc en fait comme ça ils créent des petites commissions selon déjà les points forts qu'ils ont observés chez les élèves pour les encourager à développer leurs qualités mais basées toujours sur leurs points forts. Et du coup il y a un suivi après, est-ce qu'on les suit dans leur période de jeunes adultes professionnels
et même bien plus tard, est-ce qu'on sait finalement, est-ce que ça fonctionne de les accompagner de cette façon? Alors voilà, ce qu'ils sont aperçus, oui, donc il y a un suivi. Bien sûr, les élèves donnent des nouvelles souvent, alors c'est 2-3 ans après, ou même ils reviennent témoigner dans l'école de où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours. Ils ont créé comme ça une connexion de suivi qui permet justement aux jeunes élèves de voir ce que sont devenus les anciens et comme ça d'être comme des exemples. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'était qu'il y avait quasi 99% des jeunes qui trouvaient vraiment leur juste orientation. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel à mes yeux. Les 1%, c'est les parents qui n'étaient pas en accord avec ce que l'école avait pu faire émerger par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est un peu les parents qui avaient comme une étiquette, ouais, tu deviendras ingénieur et c'est ça mon fils que tu dois faire. C'est les parents qui n'ont pas accepté quelque part ça. Mais tous les parents qui ont joué le jeu, ça a vraiment, quand les parents jouent le jeu en fait. Ouais. Et là, c'est vraiment l'importance, il y a tout un travail dans cette école qui est fait pour permettre aux parents de comprendre qui sont leurs enfants. Parce que souvent, quand on est parent, on n'a pas forcément un regard très objectif sur nos enfants ou, alors, j'aimerais pouvoir transmettre cette vision-là aux parents des intelligences des natures afin que ça leur permette de regarder leurs parents sous ce prisme-là, sans juger, mais juste se dire, ok, juste observer, il y a ça, 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 ça. Et du coup, de laisser vivre et pas de dire, moi j'étais bon en maths, alors mon fils il sera bon en maths. Peut-être qu'il sera bon en maths, mais pas forcément. Peut-être que c'est pas forcément là qu'il a envie d'aller aussi. Peut-être que c'est pas là qu'il a un appel. Donc là, c'est vraiment pour moi cette dimension de la vocation qui est différente de l'orientation. Vocare en latin, c'est l'appel. Donc ça va être d'aller permettre aux parents d'écouter quel est l'appel de leurs enfants, mais pas quel est l'appel du parent plaqué sur l'enfant. Et là, pour moi, il y a un gros travail de compréhension, d'explication aux parents aujourd'hui pour leur dire ouais, vous voulez peut-être le meilleur pour vos enfants, mais attention, ne leur plaquez pas des images de ce que soit vous projetez que vous n'avez pas pu réaliser, ou bien que vous aimeriez qu'ils puissent faire parce que vous avez l'idée que la réussite, ça va passer comme ça. Non, non, non. C'est propre à chacun et la réussite, elle va être propre vraiment à chacun en fait, à chaque enfant. Ouais. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que d'une part, c'est les enseignants qui se remettent en question et qui font un vrai travail sur eux-mêmes avant de pouvoir accompagner les enfants. Et je trouve que là, cette démarche, pour moi, c'est une nouveauté. Je ne suis pas sûr qu'en France, on soit totalement dans cette démarche. Peut-être qu'il y a des instituts qui vont dans cette direction, mais ça ne représente pas une généralité. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, tu notes les parents, et les parents, ils ont un rôle qui est colossal aussi là-dedans, parce que c'est très bien de mettre des enfants dans une école alternative, mais si derrière les parents ne suivent pas, forcément, ce n'est pas équilibré. D'où notre idée justement de l'école de la vie, d'avoir un centre pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. Justement, alors c'est une bonne transition, on parle donc de parents, d'enseignants. Quel est ton regard, toi, sur l'éducation dite traditionnelle d'aujourd'hui et puis qui existe depuis des siècles ? Alors, en France. En France, oui, bien sûr. Alors, j'ai un regard à la fois, je pourrais avoir un regard comme très tranchant et un regard comme, on en est hélas que là en fait. Ce serait un peu, mon constat. Ça, c'est à savoir que, pour moi, à mes yeux, en France, on a plus de 40 ans de retard en termes d'innovation pédagogique, de recherche sur les techniques de compréhension du cerveau. Si on regarde en Israël ou bien en Norvège, ils ont vraiment intégré toutes ces nouvelles recherches sur les neurosciences et qu'ils ont tout de suite sont appliquées à vouloir les transmettre, à voir comment on pouvait les appliquer justement dans la pédagogie. Donc pour moi, il y avait un ministre français qui parlait de ce vieux mammouth français de l'éducation. Et pour moi, on est encore, hélas, tristement là. Je parlais encore avec des psychologues scolaires récemment qui me disaient que depuis 3 ans, ils ont tout simplement une liste d'attente d'élèves qui sont en rejet scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont un syndrome depuis 3 ans qui est exponentiel de jeunes qui ne peuvent plus physiquement aller à l'école parce que l'école ne correspond plus à ce que sont les enfants aujourd'hui. Il y a comme une évolution qui fait que l'école ne s'est pas adaptée à l'évolution des besoins des enfants aujourd'hui. Donc, j'ai un autre exemple aussi que j'aime bien donner, c'est
ces deux grands pédagogues, pour moi, à mes yeux, du XXe siècle, du début du XXe siècle. Donc, c'était Rudolf Steiner et Sri Aurobindo, qui avaient ce même regard-là. J'ai été impressionné parce que tous les deux, ils avaient cette même lecture-là de l'enfance et de l'éducation, à dire que quand on enseigne entre 5 et 8 matières dans la même journée à un enfant, d'une manière cloisonnée, séparée comme ça, tous les deux disaient la même chose, ça équivaut à de la torture pour le mental. Parce qu'on n'est pas fait pour apprendre un petit peu de ça, un petit peu de français, un petit peu de maths, puis après un petit peu de biologie, puis après faire un peu de sport, puis après reprendre encore un peu d'anglais, et puis après encore peut-être un peu de maths, ou après un peu d'histoire. Ça dans la même journée, ça équivaut à de la torture cérébrale. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui n'en peuvent plus d'école à mes yeux. Et vous pouvez faire un sondage collectif, il y a très peu de jeunes qui aiment l'école aujourd'hui. Ça, c'est clair, je constate chaque jour. L'école, on la subit plus qu'on la vit comme un plaisir. Et pour moi, ça montre vraiment que oui, c'est clair, on est arrivé à la fin d'une forme d'éducation et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le nombre d'écoles nouvelles qui se créent chaque jour ou chaque semaine. C'est juste exceptionnel. Et ça montre vraiment ça, en fait, qu'il y a quelque chose à passer. Ah oui, il faut terminer. Et du coup, comment tu perçois le corps enseignant là-dedans? Parce qu'effectivement, les enfants, je te rejoins là-dessus, hein, les enfants, c'est les premiers à le dire, ils en ont marre. Il y a un rejet quasi global du système scolaire. Et les enseignants, à ton avis, eux, comment ils le vivent? Tu as un feedback, toi, autour de ça? Alors, les enseignants, je le vois là depuis 3 ans maintenant que je suis impliqué dans cette diffusion des natures multiples en France, parce que c'est ce que j'avais dit à Steven Rudolph quand je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mais on a besoin de cette méthode en France et je ferai tout pour que ça se sache, ça se connaisse, parce que pour moi, c'était tellement précieux de me dire, on peut permettre aux jeunes de mieux se connaître et de trouver leur voie. C'était tellement important et qu'il y avait tellement cette problématique-là qui est pour moi désastreuse. Alors oui, les enseignants, pour moi, les enseignants, je rencontre beaucoup et tous, quasiment tous, n'en peuvent plus aussi. C'est le même constat, ils viennent me voir et me disent on veut se reconvertir, donc ils veulent venir faire une formation sur les natures multiples pour mieux apprendre à se connaître et se dire bah voilà, on voudrait se reconvertir, ils envisagent carrément de quitter l'éducation nationale, ou soit, alors souvent ils envisagent de créer aussi des fois une autre forme d'école, ou même ils font des plans pour quitter vraiment ces structures qui pour eux aussi est devenue invivable. Donc c'est quand même assez surprenant, quoi. Les élèves n'en peuvent plus, les enseignants n'en peuvent plus, et au final, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend, quoi, pour transformer tout ça? Alors oui, il faudrait peut-être une mesure qui vienne d'en haut, c'est sûr que ça aiderait. Mais je ne sais pas s'il faut forcément toujours attendre la mesure qui vienne d'en haut, parce que… Voilà. Bah, non, je crois pas, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent que, par expérience, qu'il ne faut pas attendre, mais qu'il faut plutôt passer à l'action. Moi, je trouve qu'en France, on a encore beaucoup de mal à passer à l'action. C'est-à-dire qu'on est très bon pour la réflexion, pour ce que j'appelle moi les réunionites aigus, c'est-à-dire faire plein de réunions, brainstormer, etc. On est très bon, quoi. On a un potentiel créatif qui est hallucinant. Par contre, comparé à d'autres pays, on a beaucoup de mal à passer à l'action et c'est ce qui manque. Par contre, le message très positif, c'est que moi, depuis 25 ans, je voyage partout dans le monde et je vois qu'il y a des millions d'acteurs qui se mobilisent et c'est pour ça qu'on fait ce documentaire. C'est parce qu'il y a des millions d'acteurs qui se mobilisent chacun de leur côté avec leurs énergies, avec leur réseau, avec leur qualité. Mais par contre, ça bouge, quoi. Et je crois que ce changement-là, justement, il part de nous. Donc au même titre qu'il y a un changement, il y a des prises de conscience au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, je sens là depuis 3-4 ans qu'il y a une prise de conscience générale qui est exponentielle autour de l'éducation et qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train d'émerger mais qui existaient. Et donc du coup, je pense qu'on ne va pas attendre des politiques, on ne va pas attendre du gouvernement, mais par contre, si nous, on insuffle ce changement, ils seront obligés de s'adapter, quoi. Et si on devait donner une définition à l'école de la vie, le projet que nous on a envie de créer, ce serait quoi pour toi une école de la vie? Une école de la vie. Alors, ce serait l'inverse de l'école actuelle, déjà, où je vais partir de l'image que je me fais de l'école aujourd'hui. Pour moi, l'école traditionnelle, comme tu l'as appelé tout à l'heure, c'est vraiment comme une entité qui est là et qui est déconnecté de
de la vie, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe dans le monde, de la dimension professionnelle, de la dimension de l'implication dans le monde. C'est comme s'il y avait l'école, c'est une sorte de… Alors, je peux utiliser l'image de prison, mais c'est comme une entité qui est à part, qui est déconnectée. Et puis, il y a la vie, c'est-à-dire le monde des activités voilà, que les adultes ensuite ont. Et pour moi, ce qui serait une école de la vie, ce serait comme quelque chose où il n'y aurait pas de séparation en fait, entre justement l'école et la vie. Alors, ce qu'on pourrait entendre par la vie, bien sûr, la nature. Pour moi, c'est très important qu'il y ait un lien avec la nature. Aujourd'hui, je trouve que c'est devenu fondamental justement d'amener cette conscience-là de prendre soin de la planète, de prendre soin de l'écologie. Mais l'école de la vie, c'est aussi le lien avec le monde des adultes et puis avec le monde même des anciens aussi. Pourquoi pas même un lien, j'aime beaucoup des écoles qui se créent en lien avec des maisons de retraite où ces retraités apportent, ces personnes ont une certaine forme de sagesse, d'expérience de la vie. Du coup, ils apportent comme une sérénité aussi pour les enfants. Et puis voilà, l'expérience des adultes dans le sens où… alors ça demande que les adultes soient suffisamment matures, bien sûr, pour transmettre les choses aux enfants. Moi j'aimais bien, alors c'était quand je suis allé à Auroville pour étudier la pédagogie intégrale là-bas, ils avaient l'idée de créer une école qui est plus d'école en fait, que ce soit une école de la vie. Mais ils se sont rendus compte que les adultes n'étaient pas prêts en fait pour ça. Du coup, c'est les enfants qui ont redemandé à ce qu'ils créent des écoles. Mais l'idée de cette école de la vie, c'était que chaque adulte fait des activités qui sont en alignement avec sa personnalité, avec qui il est. Et ensuite de ça, quand les enfants ils ont une affinité avec l'activité, le type d'activité que fait cet adulte, ils vont aller passer du temps avec lui pour apprendre auprès de lui. Ce qu'on s'est rendu compte, et là c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il est prêt à apprendre quelque chose, il apprend tellement vite en fait, à une vitesse extraordinaire. Je pourrais juste te donner un exemple comme ça qui m'avait marqué, c'était une jeune fille qui voulait apprendre le dessin. Elle n'avait jamais dessiné de sa vie, jamais trop dessiné quoi, mais elle avait vraiment le désir d'apprendre. Elle avait 11 ans et elle est allée faire un stage chez un graphiste. Il disait qu'en l'espace de 3 semaines, cet enfant, elle avait appris l'équivalent de 5 ans de technique parce qu'elle était prête à ce moment-là pour apprendre. Donc ouais, quelque part, l'école de la vie, pour moi, il y aurait cette dimension-là de se dire, pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change, qui est complètement différent, de se dire, je laisse émerger, je laisse venir. Bien sûr, je lui apporte un cadre et une structure parce que l'enfant aussi a besoin d'un cadre et une structure. Ce n'est pas quelque chose de complètement libre dans le sens où… Après, c'est à trouver des équilibres. Et selon les personnalités des enfants, pour moi, il n'y a pas un type d'école en fait, qui correspond. Ce que je me suis rendu compte en étudiant les différentes pédagogies, c'était que il y a plein de personnalités d'enfants et qui ont besoin de cadres différents. Il y a des enfants pour qui un cadre très souple, très libre, va être constructif pour eux. Il y a d'autres enfants pour qui ils vont avoir besoin d'un cadre beaucoup plus contenant, beaucoup plus… moins libre quelque part, parce que ça va les aider, eux, à se construire de cette manière-là. Donc, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas qu'une seule forme de pédagogie, en fait, une seule forme d'approche de l'école, de la vie, mais qu'il y ait plusieurs, l'image qui me vient, c'est selon chaque territoire, presque il y a une école qui correspondrait à ce territoire-là. Et ensuite, en fonction de ça, les parents, ils pourraient choisir, se dire, ouais, mon enfant, ce serait comme un diagnostic. Mon enfant, il a plus besoin de liberté, donc je vais l'amener dans une école où il va pouvoir plus s'épanouir dans la liberté. Et mon enfant, lui, il a besoin de plus de cadre, donc je vais l'amener dans un endroit qui lui apporte ce cadre-là. Ça, ce serait vraiment l'école de la vie. Les parents, tu parles des parents, je trouve que les parents, ils ont un rôle évidemment à jouer. Je crois que chaque parent essaye de faire de son mieux pour accompagner les enfants. Il est vraiment quelque part dans une donation totalement de lui, quoi. Il essaye de faire du mieux qu'il peut. Par contre, il y en a quand même beaucoup qui se sentent un peu démunis à un moment donné dans ce parcours d'accompagner un enfant. Quelles recommandations on pourrait leur donner à ces parents qui ont envie de faire au mieux et qui parfois se sentent complètement démunis? Est-ce qu'il y aurait des outils aussi pour les aider, pour les accompagner moi, je parlais d'école pour les parents. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ton avis?
Pour les parents, moi ce que je m'étais rendu compte quand j'enseignais, c'était que aujourd'hui en fait, on n'a pas appris à être parent. Parce que y a le phénomène des guerres mondiales qui sont passées en France, qui ont coupé complètement ces structures de transmission intergénérationnelle qui se passaient. Quelque chose comme ça de l'ordre de la transmission où avant, on apprenait à être parent parce qu'on avait des modèles comme ça qu'on peut retrouver comme ça dans les sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, la grosse problématique des parents, c'est qu'ils n'ont pas appris à être parents. Donc du coup, souvent ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve avec un enfant, mais on ne sait pas comment faire. On est un peu démunis parce qu'il nous manque des outils, des méthodes de compréhension de qu'est-ce que c'est un enfant. Ouais, alors pas dans le sens objet, mais qu'est-ce que c'est dans le sens sensible. Qu'est-ce que ça représente un enfant? Quels sont ses besoins de base et aussi ses besoins en termes d'expérimentation. Et ça demande une certaine conscience d'être parent à mes yeux, d'autant plus aujourd'hui. Et donc oui, pour moi, être parent, quelque part, ça devrait s'apprendre. Parce qu'il n'y a plus cette transmission-là qui se faisait avant. Le bon sens, le bon sens paysan qui pouvait se faire avant de cette transmission, des bases, des rudiments de comment être parent. Et même, en fait, pour moi, le modèle parental a complètement évolué, a tellement été pulvérisé. On ne peut pas le comparer au passé. Aujourd'hui, il y a tellement cette dimension nouvelle de respect, de prendre soin, de se rendre compte que la violence vis-à-vis de l'enfance, c'est complètement nocif pour le développement de l'enfant, pour le développement justement de ses potentiels. Donc du coup, ça demande d'être parent pour moi, quelque part, il faudrait que chaque parent puisse apprendre à se connaître avant d'être parent. Ça serait dans l'idéal. C'est-à-dire que chaque parent sache qui il est et qu'il soit en paix aussi avec lui-même. Donc, alors là, vraiment, c'est un grand idéal que j'ai là, mais quelque part, ce serait qu'un parent qui veuille devenir parent, il ait fait un travail intérieur sur lui-même, sur guérir ses blessures, donc peut-être un travail psychologique aussi, pour aussi ne pas projeter ses blessures sur son enfant. Parce que souvent, il y a beaucoup de jeux. Alors, même si on a fait un travail, peut-être qu'on va avoir quand même une tendance à transférer comme ça des choses sur les enfants. Mais ce que je trouvais important quand même, c'est d'arriver à mettre de la conscience en fait. Ok, là je vois que je suis en train de gueuler, de crier. Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement? Et juste se retirer. Et arrêter d'avoir comme une attitude, ces attitudes je vais appeler nocives vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de son développement. Et tout en trouvant, ça ne veut pas dire ne pas poser de cadre. Et c'est là où vraiment c'est important. Et c'est là aussi les parents sont souvent diminués aujourd'hui, je trouve. On veut leur laisser la liberté, mais on a oublié qu'ils avaient besoin d'un cadre aussi, les enfants, pour se construire. Et du coup, quelles recommandations on pourrait donner aussi à tous ces enseignants qui, comme tu le dis, en ont marre, cherchent à se reconvertir, à carrément quitter l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander? Moi, le premier conseil que je pourrais leur donner, ce serait de faire ce chemin pour apprendre à se connaître eux-mêmes. Parce que c'est la base pour moi. C'est ce qui va mettre en paix, déjà intérieurement, de se dire voilà, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Et à partir de là, ensuite, je vais pouvoir être en paix dans mon enseignement, dans ma transmission. J'ai deux exemples comme ça de personnes qui ont appris à se connaître et qui du coup sont encore dans la structure et travaillent dans la structure et se sentent bien avec la structure. Surtout, je prends l'exemple de cet ami qui est vraiment une intelligence musicale très développée. Il a toujours fait beaucoup de musique durant sa vie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il offre. C'est un peu comme c'est ce qu'il va transmettre, c'est son moyen c'est son vecteur de transmission pour les enfants. C'est-à-dire que ces journées, elles sont rythmées au rythme de la musique. Mais c'est parce que lui, c'est ce qu'il porte de plus fort. Et du coup, en tant qu'enseignant, si on a une difficulté à trouver une posture comme d'autorité, c'est justement parce que on n'utilise peut-être pas forcément suffisamment nos potentiels. En fait, je parlais avec une enseignante pareil, qui utilisait la communication bienveillante à l'école. Elle disait qu'avant, elle ne faisait pas ça et qu'elle galérait avec les enfants. Et puis, vraiment, elle avait du mal à poser le cadre, la structure. Quand elle a appris chez elle, quand elle a regardé les intelligences multiples, elle a vu qu'elle avait cette intelligence interpersonnelle développée, donc le lien avec l'autre, aimer vraiment être en relation avec les autres, avoir cette facilité de communication avec les autres. Du coup, là, elle s'est formée
elle a amélioré son potentiel interpersonnel. Elle s'est formée en CNV, en communication non violente, communication bienveillante, en lien avec l'éducation. Et là, elle est revenue en classe et me disait que ça avait changé complètement son rapport, mais totalement. Les enfants la reconnaissaient comme quelqu'un de digne de confiance, en fait, et digne de... Waouh, ils étaient émerveillés de voir cet adulte-là qui incarnait qui il était vraiment, en fait. Et là, pour moi, il y a vraiment un secret là-dedans. Il y a vraiment une dimension qui est précieuse à découvrir pour chacun, pour chaque adulte, hein, mais après, d'autant plus pour un enseignant, c'est d'aller vraiment creuser, découvrir qui ils sont. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup la formation des professeurs pour la pédagogie Steiner, par exemple, où les 3 années de formation, on va aller explorer qui nous sommes avant de pouvoir enseigner et se dire voilà, je vais pouvoir offrir. D'abord, j'apprends à me connaître. Ensuite, après, je l'offre aux autres. Merci Samuel. Merci.